La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas. Vous êtes Bonjour d'où, tiens, Julie. vous? Moi de Paris, De tout Paris, simplement. d'accord. Bon. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour Natacha. Et bonjour à tous. Voilà. Ce matin, en une de vos journaux, eh bien, l'histoire est en marche. Mais elle a le hockey. L'humanité, avec photos de Barack Obama et Raúl Castro, historique. Le Figaro, États-Unis, Cuba. La fin d'un demi-siècle de guerre froide. Mais la guerre froide n'est pas finie et Libération le résume en une double une. Russie, no. Cuba, si. Heureusement, c'est Noël. Enfin, pour certains, hein. Les Échos, le CAC 40 va verser près de 40 milliards de dividendes. On commence avec donc cette décision historique américano-cubano. Puis on rajoute la Russie ? Parce qu'en fait, il faut parler des deux ce matin. On plonge dans l'histoire du XXe siècle en lisant la presse. Barack Obama était encore dans son berceau, note Jean-Michel Helvig dans La République des Pyrénées, quand éclata en 1962 la crise des missiles soviétiques à Cuba, où la planète frôla une guerre nucléaire. Et Jean-Louis Hervois de rappeler dans La Charente libre qu'avant de nous faire rêver pour ses plages et ses couchers de soleil magnifiques affichés sur les vitrines des agences de tourisme à moins de 1 500 € les 10 jours, Cuba a enchanté les illusions d'une génération dressée contre l'impérialisme américain et son expression la plus brutale. Alors le contraste avec la politique américaine vis-à-vis de la Russie semble plus éclatant encore. Bien sûr, on en comprend la raison en lisant l'article des Échos qui souligne que seuls 5% des Cubains ont pour l'instant accès à Internet. Miracle de la levée de l'embargo, les opérateurs télécoms américains vont pouvoir s'étendre sur l'île. On se doute que le reste de la guerre froide et cette intolérable entrave au commerce leur semblait d'un autre âge. Au contraire, en Russie, les enjeux sont tout différents. Ils sont parfaitement expliqués par l'économiste Jacques Sapir sur le site Figaro Vox. Il est frappant, dit-il, de voir que cette crise frappe la Russie alors que cette dernière, après avoir signé d'importants accords pétroliers et gaziers avec la Chine, a passé des contrats en Inde et avec le Mexique. En fait, la Russie était en train de rééquilibrer la structure de ses exportations et s'affirmait de plus en plus comme un acteur important dans le développement des pays émergents. Mais déstabiliser la Russie par des sanctions nouvelles est un jeu dangereux auquel les États-Unis et surtout l'Europe ont tout à perdre. Une interview passionnante sur l'islam ce matin. Oui, à l'heure où les journaux tentent un bilan de 2014, l'Ukraine, la Russie voisinent l'État islamique. Alors il faut lire cette interview de Gilles Kepel, spécialiste de l'islam et des banlieues dans Le Point. Parce qu'il explique comment l'interprétation régressive du Coran opérée par les islamistes constitue désormais un imaginaire qui pénètre le cœur des sociétés arabes et européennes. L'Europe est, dit-il, centrale dans la stratégie de Daesh car il veut créer des enclaves et des foyers de tension sur le modèle de Sarcelles cet été qui aboutiront à des guerres civiles que l'islam gagnera. Il appelle donc à penser le danger de la radicalisation sans être lénifiant ni catastrophiste pour éviter que les musulmans soient tentés par la sécession culturelle. Dans ce contexte, on sent que le roman de Michel Houellebecq à paraître le 7 janvier va permettre une nouvelle hystérisation du débat. Et pourtant, l'article de Christophe Onodibio, toujours dans Le Point, montre combien son récit de politique-fiction intitulé « Soumission », ce qui est la traduction d'islam, et qui envisage l'islamisation de la France en 2022, n'a rien d'un brûlot islamophobe et serait même apaisant, dit Christophe Onodibio. Alors, encore faut-il le lire avant de hurler. Front National et homosexualité, décidément on n'en sort pas. Mais oui, ce serait justement notamment la peur de l'islam et de l'homophobie des quartiers qui pousserait certains homosexuels vers le FN. C'est en tout cas ce qu'explique notamment Raphaël Baquet dans Le Monde, où elle consacre une page aux débats internes qui agitent le parti et la famille Le Pen elle-même. Visiblement, le sujet passionne puisque Libération y consacre une double page de tribune. Dans l'une, l'avocat Nicolas Gardère estime que les mois après les photos de Closer relève de l'homophobie puisqu'il souligne combien l'homosexualité est encore considérée comme devant se cacher et appartenir à la stricte vie privée quand un hétérosexuel peut s'afficher sans problème. Mais entre le ralliement d'un des fondateurs de Guélib et l'outing de Florian Philippot, il y aurait comme un séisme. On peut être homosexuel sans être progressiste. Alors on lira le portrait dans l'Obs de ce syndicaliste de Florange, traumatisé par la fermeture de son usine, la fin de son combat. Il parle des résultats des élections et de son fils, informaticien au chômage, qui a rejoint le FN et ne lui parle plus. Et tout à coup, l'agitation sur le FN gay semble totalement dérisoire. On parle aviation avec une des tragédies qui auront marqué cette année 2014. Mais déjà. oui, Marc Duguin est un conteur formidable, mais il est aussi enquêteur et passionné d'aviation. Et Paris Match publie cette semaine un texte extraordinaire qui revient sur cette tragédie qui a déjà été effacée par le flux médiatique, la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Marc Duguin émet des hypothèses face au silence troublant des autorités et même aux menaces de spécialistes
spécialiste du renseignement. Il évoque les piles au lithium de la cargaison, il raconte le témoignage des habitants d'une île des Maldives qui ont vu passer un avion, mais à qui l'armée interdit de parler. Une enquête qui laisse penser qu'un jour, sans doute, la vérité sortira, car visiblement certains la connaissent. Allez, on se change les idées, une petite histoire de Noël ? Mais oui, c'est une histoire de Noël parce que le Père Noël est passé il y a 3 ans dans un petit village espagnol. Ça, c'est Le Point qui nous le raconte. Un village espagnol tout entier qui gagne au loto 210 millions d'euros à partager entre des habitants autrefois équitablement pauvres, mais qui n'ont pas tous acheté le même nombre de tickets dans le coupon gagnant. Et puis, il y a ce cinéaste grec qui habite à la sortie du village, un peu isolé. L'association de ménagères qui vend les tickets n'est pas venue lui en proposer, c'était trop loin. Alors il décide de filmer cette étrange histoire et ces paysans qui sont tous restés dans leur village et qui ont poursuivi leur vie bien réglée, bien rangée. Et puis cet habitant qui a échangé ses 4 billets gagnants contre un billet de 20 € pour régler une addition au restaurant quelques jours avant le tirage. Autant le dire tout de suite, les amis Vénard ne l'ont jamais rappelé. On termine avec un œil sur la montre, ça va plaire à Julie. Mais oui, si on parle de vie bien réglée, de rituels, il en existe d'autres dont le sens nous semble parfois obscur. Prenez cette page des Échos qui tente de répondre à cette question. Mais pourquoi les grandes décisions des dirigeants de l'Europe interviennent toujours à 4 heures du matin ? Parce que c'est l'heure de la conférence de rédaction Europe. Exactement, ça doit être pour ça. Mais surtout, entendez bien, les réunions démarraient autrefois à 20 h et se terminaient à 4 heures du matin. Eh bien, elles ont été avancées à 14 h. Elles se finissent toujours à 4 heures du matin. Alors, avec leur lot de somnolence, de tablettes de chocolat pour tenir, les discours pompeux du Premier ministre portugais qui ennuie tout le monde et tout. L'explication ? Eh bien, un compromis, ça s'obtient en fait à l'usure. Demandez à Cuba un demi-siècle d'usure avant de lever l'embargo. Mais entre-temps, Cuba n'a renoncé à rien. En Europe, c'est nettement moins sûr. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.